Iquique, 20 mars 1952. Je suis assis devant l'une des nombreuses places de cette charmante ville. Installé confortablement à l'ombre des frondaisons, je mets à jour ce carnet de voyage en relatant les événements survenus depuis le 16 mars. Il était presque 17 heures quand un automobiliste s'est arrêté à notre hauteur et nous a proposé de monter. Ils étaient déjà trois à bord, complètement ivres. La route que nous avons suivie était courte mais pittoresque. La voiture se déplaçait en zigzag pendant que le conducteur nous offrait un récital de cuecas aussi fausse qu'il est humainement possible d'en chanter. Ce qui ne l'empêchait pas, de temps à autre, de lâcher le volant pour marquer le rythme en tapotant des deux mains sur la carrosserie. Il ne faisait aucun doute que Bacchus en personne veillait sur nous, puisque la voiture parvenait malgré tout à rester sur la route. Enfin, nous sommes arrivés à une gare, et nos chemins se sont séparés. Nous nous sommes extirpés de la voiture en poussant un soupir de soulagement, d'autant qu'à ce moment-là, l'euphorie alcoolisée de nos amis s'était dissipée et que des nuages menaçants commençaient à assombrir le ciel jusqu'à l'heure paisible de leur ivresse. Ayant décidé de passer la nuit sur place, nous nous sommes rendus à la gare demander de l'eau chaude pour notre maté. La présence de deux étrangers ne tarda pas à attirer tous les mornes habitants de la gare. Tels des rapaces devant des charognes, ils se sont mis à tourner en cercle autour de nous, jusqu'à ce que le plus impatient, ou le plus audacieux, hasarde une question à laquelle nous avons répondu. Un échange en appelant un autre, la camaraderie qui se manifeste toujours entre des jeunes gens qui se rencontrent n'a pas tardé à reprendre ses droits. Il faisait très sombre lorsqu'un garçon a apporté une lampe au kérosène et un autre une guitare. La musique, les chansons et les récits de notre voyage nous ont très vite transformés en vieux camarades. Quelqu'un nous a invités à dîner et les discussions allèrent encore bon train après minuit. On nous proposa de passer la nuit dans un abri en plaques de tôle qu'une colonie de rats semblait trouver très à son goût. Ils trottinaient par douzaines entre nos lits de camp, peut-être perturbés par notre présence. Tout en tâchant de trouver le sommeil, je repensais au groupe formé par les garçons assis en cercle autour du guitariste. Dans la lumière ténue de la lampe, on aurait dit des personnages sculptés dans la pierre. Leurs pommettes saillantes accentuaient cette ressemblance avec la statuaire de leurs ancêtres quechua. Je songeais que tous ces gens humbles et généreux qui nous avaient aidés tout au long de notre traversée du Chili descendaient du mélange entre des Indiens et de pauvres Espagnols. Même si ces derniers portaient dans leur gènes les vices et l'avidité de leur chef, ils étaient aussi dépositaires de la noblesse et de la volonté farouche de la race espagnole. Puis je m'endormis. Le lendemain après-midi, nous sommes arrivés à Empresa Salitrera de Toco. Un groupe de cantonniers était en train de disputer un match de football. Ils nous ont proposé de venir jouer avec eux, ce que nous avons fait. Après le match, nous sommes tous allés dîner, puis nous coucher. Il régnait entre nous une telle familiarité que l'on nous aurait pris pour des amis de toujours. Nous avons passé la nuit dans le campement du chantier, deux dortoirs également faits de plaques de tôle. Nous étions plus de 8 dans chaque cabane. Les lits sont des planches de bois posées sur des souches d'arbres, mais dans une ambiance si chaleureuse et amicale, ce confort sommaire n'avait aucune importance. Il était tôt quand les lumières se sont éteintes, car les ouvriers reprennent le travail à 2 heures du matin, jusqu'à 10 heures, afin d'éviter le soleil implacable. Avant de dormir, nous avons participé à un concours de paix particulièrement original, bruyant et nauséabond. Et, malgré notre réputation, Pelao et moi terminâmes bon dernier. Une véritable humiliation. Le lendemain, nous sommes allés voir deux exploitations de nitrate, Rica Aventura et Prosperidad. Le nitrate est extrait selon la méthode Schank, un vieux procédé qui consiste à séparer les différentes composantes du caliche, de la terre à haute teneur en salpêtre, avec de l'eau très chaude. Les différents sels sont solubles à des températures différentes. Cela leur permet d'obtenir d'abord du nitrate de sodium, puis du nitrate de potassium, ensuite des perchlorates, et enfin de l'iode. Dès que nous avons vu la première mine de nitrate, nous avons compris qu'elle appartenait à une compagnie étrangère. Pas seulement à cause de l'exploitation soutenue des ressources, qui lui permettra de rembourser en un an ses nouveaux investissements, mais surtout parce que tous les employés, et une bonne partie des ouvriers à qui nous avons parlé, semblent avoir subi un lavage de cerveau. Ils refusent d'admettre qu'on leur vole leur richesse, que leurs salaires sont réduits au minimum,
et qui sont maintenus dans l'ignorance par ces mêmes gens qui s'enrichissent grâce à leur travail et grâce aux mines de nitrate chiliennes. Après avoir vu tout ce que nous pouvions voir et poser un maximum de questions, nous sommes rentrés au campement des cantonniers où régnait dans l'air quelque chose qui les distinguait des ouvriers de la mine. La camaraderie, je suppose. Un camion chargé de bois devait prendre la route du nord le lendemain. Nous avons fait nos adieux à nos amis et sommes repartis. Nous avons attendu un autre camion dans un hameau du nom de Laguna, par une chaleur suffocante, sous un soleil incandescent. Une douzaine d'hommes décharnés, au visage las, nous observaient avec une maigre curiosité, tandis que nous rangions nos sacs à dos à l'ombre, dans une allée séparant un bar d'une salle de billard. Puis, nous nous sommes installés en attendant de pouvoir reprendre la route. À l'aube, aujourd'hui, nous étions en train de nous rafraîchir le visage à l'eau d'une citerne toute proche, quand un camion transportant de la luzerne a crevé. Nous nous sommes empressés de proposer un coup de main au conducteur, en échange de quoi il a accepté de nous prendre à son bord. Peu après, je me trouvais allongé dans mon sac de couchage, à moitié enfoui dans l'herbe odorante, à contempler le lever du soleil sur les collines sablonneuses, en me disant que c'était exactement ce que j'avais toujours voulu. Un voyage comme celui-ci, sans autre occupation que voir et apprendre à connaître notre Amérique par mes propres moyens. Étendu à côté de moi, Fuser récitait en murmurant des vers de Pablo Neruda. Je suis sûr qu'il connaît tous les poèmes de Résidence sur la Terre et de 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. Par mimétisme, j'enchaînais moi aussi les uniques vers dont je me souvienne. J'ai écrit sur le temps et l'eau, décrit le deuil moiré de pourpre. J'ai écrit sur le ciel, j'ai écrit sur la pomme, et maintenant, j'écris sur Stalingrad. Notre euphorie poétique fut interrompue par le spectacle qui s'offrait à présent à nous. La mer. Le camion suivait une route située sur une crête montagneuse, et, assis à l'arrière sur nos coussins de luzerne, nous la voyions sinuer et se déployer comme un énorme serpent broyant la montagne entre ses anneaux, avec tout au bout le miroir outre-mer de la baie Iquique, où nous nous trouvons désormais. Arica, 22 mars 1952. Nous avons passé la nuit à Iquique, d'où un autre camion nous a emmenés à Arica. Une fois encore, la route traverse un désert. Pour aller jusqu'à la ville, il faut d'abord passer par ce que les habitants d'ici appellent les sept pampas. Il s'agit de 7 plaines désertiques, séparées les unes des autres par des sierras aux contours déchiquetés. Pendant plusieurs kilomètres, la route est entourée d'un immense désert, puis longe les corniches d'une chaîne de montagnes pouvant atteindre 2000 mètres d'altitude. Elle est extrêmement raide et étroite, et, en quelques kilomètres, monte et descend dans la montagne. Les sierras forment d'immenses canyons assez semblables à ceux de la Cuesta de Miranda, dans les Andes de la Rioja, en Argentine, hormis la roche, qui n'est pas d'un rouge profond, mais gris rougeâtre. Par endroits, la route monte si haut qu'on aperçoit, flottant sous nos pieds, des nuages et des condors. Ça et là, des plaques commémoratives rappellent le passage des conquistadors Almagro et Valdivia, et de leurs troupes qui progressèrent du Pérou jusqu'au sud du Chili. Quand je pense aux difficultés rencontrées en faisant ce trajet par camion, et sur une route construite à cet effet, je ne peux qu'admirer le courage, le stoïcisme et la ténacité de ces Espagnols qui ont effectué ce terrible périple, alourdis par leurs armures et leurs cuirasses, et ont finalement atteint leur but. Quel gâchis que leur opiniâtreté à vaincre une nature hostile se soit par la suite transformée en cruauté contre les autochtones. En chemin, nous avons remarqué 2 ou 3 vallées arrosées par des cours d'eau, et nous y avons découvert une agriculture tropicale et une flore très différente de celle que nous connaissions. Goyavier, manguier, avocatier, et surtout une plante curieuse, le papayer, qui à nos yeux de Sud-Américains ressemble à un petit palmier au tronc couvert de grappes de melon. Seuls les champs de blé nous rappellent que nous nous trouvons au nord du subcontinent, près de l'équateur. À vrai dire, nous sommes tout près du tropique du Capricorne.
Après quelques 24 heures de route, nous avons rejoint Arica. Nous avons fait le tour de la zone portuaire avant d'atterrir, dans l'après-midi, à l'hôpital de la région. Nous nous sommes présentés au directeur, qui nous a reçus avec déférence. Il s'intéressait à la recherche en laboratoire, et nous lui avons proposé un exposé théorique et une démonstration pratique de coloration par la méthode de Zillnissen, en utilisant un Twin 80 au lieu d'une source de chaleur. Nous avons dormi à l'hôpital. Comme convenu, nous avons effectué la démonstration aujourd'hui, qui s'est achevée sur une longue conversation portant davantage sur notre voyage que sur la science. Nous avons passé l'après-midi à la plage, ne sortant de l'eau qu'après le coucher du soleil. Après avoir nagé si longtemps, Fusser, qui n'avait pas eu de crisme d'asthme depuis Valparaiso, montra quelques signes de faiblesse. Le port est un lieu qui m'enchante littéralement. En nous y promenant, nous avons vu toute une série de crustacés totalement inconnus sur la côte atlantique. Et non seulement vus, mais aussi dégustés. Mon préféré s'appelle le loco, et je me suis régalé d'un énorme crabe. Tous deux sont à la fois délicieux et très nourrissants. En route vers Tacna, 23 mars 1952. Nous sommes arrivés au poste de douane de Chacaluta, situé sur la rive sud du fleuve Utah, le point le plus au nord du Chili. Cela nous semble remonter à hier, mais cela fait bien 38 jours aujourd'hui, depuis notre arrivée sur le sol chilien, à Cazapang, à plus de 3000 km au sud. Nous avons vu les splendides lacs du sud, sous leur climat froid et leur pluie perpétuelle. Nous sommes passés par les fertiles régions du centre et leurs magnifiques villes. Nous avons parcouru quelques-uns des plus grands, des plus riches et des plus arides déserts au monde. Plus que tout, nous avons reçu la confirmation que le Chili montre ce qu'il a de meilleur et de plus généreux dans ses petites gens, que nous avons eu raison de prendre parti pour le pauvre contre le riche, pour le révolutionnaire contre le réactionnaire et le conformiste. En évoquant tout cela avec Fusser, il m'a surpris une nouvelle fois en citant quelques vers sur la condition des pauvres, la terre, les fleuves et les montagnes. Neruda lui ai-je demandé. Non, Marty. José Martí, 1853-1895, poète, écrivain, idéologue et activiste cubain, figure centrale de la quête d'indépendance face aux pays colonisateurs que furent pour Cuba, l'Espagne et les États-Unis. Il est mort lors de la bataille de Dos Rios, à l'est de Cuba.